Nicolas Sauvage, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes avocat en droit du travail côté employeur. Quand un employeur vous appelle pour un licenciement, qu'est-ce qui se passe en tout premier ? J'essaie de comprendre pourquoi, quand et qui. Pourquoi ? Parce que la question de la raison de cette demande de rupture, elle est absolument essentielle pour la suite de l'histoire. Quand ? Parce qu'il peut y avoir une urgence ou pas d'urgence, ça dépend vraiment des situations. Et qui ? Parce que la personne concernée est importante, pas parce que c'est la personne qu'on va licencier, mais parce que qui elle est dans l'entreprise peut avoir des conséquences, un impact, même si c'est le licenciement d'une seule personne. Il y a plusieurs sortes de licenciements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus entre tout ce qu'on entend, la rupture conventionnelle, le licenciement, différentes transactions qui peuvent être menées avec des salariés ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes sortes de licenciements ? Il y a 3 manières de rompre le contrat de travail. Il y a la démission, c'est le salarié qui s'en va. Il y a le licenciement, c'est l'employeur qui décide, qui est à l'initiative de la rupture, qui décide la rupture du contrat de travail. Donc ce n'est plus le salarié, c'est l'employeur. Et il y a la rupture conventionnelle, où les 2 parties sont d'accord pour rompre le contrat. Je pourrais ajouter, si j'étais taquin, une 4e solution qui est le décès. Où personne n'a décidé de partir, mais le contrat est rompu quand même. On peut sourire, mais c'est une situation qui arrive, hélas, c'est pas drôle, et ça pose plein de problèmes intéressants, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Le licenciement lui-même, il est structuré en 3 catégories. Il y a le licenciement pour motif économique. Alors ça veut pas du tout dire que l'entreprise a des difficultés économiques, c'est pas du tout ça que ça signifie. Il y a bien d'autres solutions, des entreprises parfaitement bénéficiaires peuvent faire des licenciements qu'on appelle pour motif économique, et c'est défini le licenciement pour motif économique comme un licenciement dont la cause est non inhérente à la personne du salarié. C'est la phrase consacrée par la Cour de cassation. Ça veut dire que c'est pas le salarié dont on va se débarrasser, c'est le poste qui est supprimé ou modifié, et ça entraîne le départ du salarié, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pas une sanction contre une personne. Voilà. Ensuite, à côté des licenciements pour motif économique, il y a le licenciement pour motif personnel, qui se décompose en 2 catégories. Le licenciement qui provient en fait d'un problème de performance, par exemple, d'insuffisance professionnelle, une inaptitude professionnelle, donc un salarié qui est déclaré inapte et qui va donc plus pouvoir travailler. Donc c'est bien son état de santé qui fait qu'il ne pourra plus travailler. Donc ça, ce sont des licenciements, c'est une sous-catégorie, on va dire, des licenciements pour motif personnel. Et puis, il y a l'autre catégorie, c'est la catégorie des licenciements pour motif disciplinaire. Donc c'est toujours un motif personnel, mais disciplinaire. Et là, c'est ce qu'on appelle la faute simple, la faute grave ou la faute lourde. La faute simple, c'est l'erreur de caisse qui est quand même assez importante, mais qui ne va pas mettre en difficulté l'entreprise et qui justifie, surtout si ce n'est pas la première erreur, qu'on licencie un comptable pour faute. La faute grave, elle est définie comme une faute dont la gravité est telle qu'elle ne permet pas le maintien dans l'entreprise plus longtemps. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi comme gravité ? C'est une très très grosse erreur dans la comptabilité, une faute qui peut mettre en danger l'entreprise ou un certain nombre d'emplois dans l'entreprise, toutes les infractions pénales qui peuvent être commises dans une entreprise, l'usage de drogue, le viol, l'agression physique contre un autre salarié, etc. Donc ça, on est dans la catégorie des fautes graves. Et puis la faute lourde, c'est une faute grave qui a en plus été faite dans l'intention de nuire à l'employeur. Donc, par exemple, c'est le vol de données commerciales ou de données financières de l'entreprise. Ça, c'est une faute grave. Et ces données ont été prises par un salarié et elles ont été transférées à un concurrent direct.
Et là, si on les a transférés à un concurrent direct, c'est pour nuire à l'entreprise parce que, en fait, on veut favoriser le concurrent direct et faire couler l'entreprise. Donc voilà les trois sous-catégories. Dernière situation, donc, la rupture conventionnelle. Alors la rupture conventionnelle, elle est très encadrée, elle provient de l'accord national interprofessionnel de 2008. Elle est faite en fait pour, au début en tout cas, elle était faite pour résoudre la situation du salarié qui veut partir et qui souhaite quand même avoir une couverture par l'assurance chômage, France Travail. Et dont l'employeur n'est pas complètement opposé au départ. Donc c'était une espèce de chose hybride entre une démission tout court, où on n'a pas droit au chômage et pas d'indemnité de départ, et un licenciement où on a droit au chômage, des indemnités de départ, mais le départ ne se passe pas très bien. Donc cette espèce d'hybridation, elle était destinée vraiment à donner aux salariés la faculté de partir quand ils voulaient, en prenant quand même son indemnité de licenciement, parce qu'il y a une indemnité qu'on paye dans le cadre de la rupture conventionnelle qui est la même que l'indemnité de licenciement, pour faire simple, et en plus de bénéficier des allocations chômage. Plusieurs choses qu'il ne faut pas oublier sur la rupture conventionnelle. D'abord, c'est une rupture conventionnelle, ça veut dire que c'est une convention. Donc on signe un document qui est un CERFA publié par le gouvernement. On peut même le signer d'ailleurs en ligne, l'imprimer, enfin le récupérer en ligne, le mettre, c'est d'ailleurs obligatoire aujourd'hui de le mettre sur un site en ligne, et c'est homologué par l'administration du travail qui vérifie qu'on paye au salarié, qu'on lui paye bien l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit en fonction de son ancienneté, de son salaire. Donc c'est relativement encadré. Ensuite, ça ne règle que la rupture. Et ensuite, contrairement à une pratique très répandue, ou plutôt une croyance très répandue plutôt qu'une pratique, ça n'empêche absolument pas le salarié d'attaquer son employeur sur l'exécution du contrat de travail, parce que la rupture conventionnelle traite la rupture, donc le salarié peut tout à fait attaquer sur le reste, les bonus qu'on lui a pas payés qu'il aurait dû avoir, la promotion qu'il aurait dû avoir, le temps de travail et les heures supplémentaires qu'on lui a pas payées, etc. Mais même la rupture, et pendant 1 an, même la rupture elle-même peut être attaquée par le salarié. Alors, il y a assez peu de jurisprudence et assez peu de cas, parce que c'est très difficile d'arriver, quand on est un salarié, à démontrer que la rupture a été obtenue par la pression, ce qu'on appelle les vices du consentement, la pression, la violence, etc. C'est très très compliqué à obtenir. Et moi, dans mon expérience, depuis 2008, ça fait quand même 17 ans, j'ai eu un seul dossier dans lequel une salariée a attaqué un de mes clients pour faire annuler la rupture conventionnelle, avec des arguments divers. Ça a donné lieu à une décision de jurisprudence où elle a perdu, et non seulement elle a perdu, et ça c'est un avertissement pour les gens qui s'amusent à attaquer indûment une rupture conventionnelle, non seulement elle a perdu, mais elle a été condamnée par la Cour d'appel à payer 3 000 €, ce qu'on appelle l'article 700, c'est-à-dire une participation aux frais d'avocat de l'employeur, à cette entreprise qui avait été attaquée indûment et qui a gagné en première instance, gagné en appel. La rupture conventionnelle, j'ai quand même le sentiment que c'est un outil qui a été très 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 utilisé depuis sa création. Est-ce qu'il y a des cas où c'est une très bonne idée pour l'employeur et d'autres cas où, au contraire, comme celui que vous venez de nous citer, où il est attaqué, où ça pourrait se révéler être une mauvaise idée ? Alors, la rupture conventionnelle donc, a démarré à 0 en 2008. Aujourd'hui, on est à 400 000 ruptures conventionnelles par an environ. Donc, elle a en fait remplacé une grande partie des licenciements, parce qu'elle a un mérite, c'est que dans une discussion un peu humaine entre deux personnes, entre un employeur et son salarié, s'il y a des choses qui ne vont pas, l'employeur peut aussi faire passer un certain nombre de messages en disant au salarié, bon, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, il faut qu'on trouve une solution, et la solution, ça peut être la rupture conventionnelle. Ça permet au salarié de partir avec de l'argent et le chômage, et de sortir la tête haute de l'entreprise, et du côté de l'employeur, ça lui permet de rompre le contrat sans passer par le système assez complexe et assez, pour le dire de manière un peu vulgaire, casse-gueule, du licenciement, et derrière de la quasi-certitude d'avoir un contentieux. Donc c'est une utilisation assez pratique. Donc ça a eu beaucoup de succès. Mais là où votre question est intéressante, c'est que ça a été un peu dévoyé. Aujourd'hui, on a
presque plus de démissions, très très peu de démissions. La plupart des gens partant d'une entreprise va voir son employeur en disant « je veux partir, signons une rupture conventionnelle ». Et j'entends beaucoup d'entreprises qui me disent « mais moi, j'ai pas envie de j'ai des gens qui sont bien, ils sont dans mon entreprise, ils travaillent bien, un jour ils ont envie de partir. Non seulement je perds quelqu'un qui est bien, mais en plus, ils me demandent de signer une rupture conventionnelle, c'est-à-dire, certes, de ne pas lui payer un long préavis. Rupture conventionnelle, ça dure 5 semaines. Un préavis, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les cadres. Donc ça peut être beaucoup plus long. Donc certes, j'économise le préavis, mais dans 5 semaines, il est parti, j'ai personne à mettre à sa place. Et en plus, il va falloir que je lui paye une indemnité de départ. Et ajoute par-dessus certains employeurs plus responsables que les autres. Et pourquoi je vais accepter que cette personne se mette à la charge de la collectivité, profite d'un chômage pendant 1 an et demi, aille faire le tour du monde en pointant à distance chez France Travail. Je ne suis pas d'accord pour participer à ça. Évidemment, on le sait tous, dans ces cas-là, l'employeur qui résiste, à quoi s'expose-t-il ? Au fait que le salarié qui n'a pas sa rupture conventionnelle va délibérément faire une faute. Maintenant, on n'abandonne plus son poste parce qu'on a compris qu'avec la loi qui a changé, l'abandon de poste pouvait être requalifié en démission. Mais on fait une faute délibérée en attendant d'être licencié, puis on finit par être licencié. Ou, pire, on va faire une fraude de plus, puisque là, c'est clairement, on fraude le système quand on demande à être mis au chômage, alors qu'en fait, on voulait partir faire le tour du monde. Le chômage, c'est une assurance qui est normalement quand on perd son travail de façon involontaire. Mais donc, à la fraude de se mettre au chômage de manière indue, on ajoute la fraude d'aller voir un médecin et lui demander un arrêt maladie de complaisance, jusqu'à ce que cette absence soit tellement longue que l'employeur en puisse plus et dit « bon allez, je le licencie ». Autre idée reçue fausse qu'il faut écarter tout de suite, on peut licencier quelqu'un pendant une absence maladie, sauf en accident du travail, maladie professionnelle, qui est un arrêt de travail très particulier, mais on peut licencier quelqu'un qui est en arrêt maladie lorsqu'il est en arrêt maladie depuis longtemps, plusieurs mois, et que ça désorganise l'entreprise et que ça oblige l'entreprise à réembaucher de manière définitive, et donc elle ne peut pas rester avec quelqu'un qui est malade, mais qui à tout moment, à la fin de son prochain renouvellement d'arrêt maladie, peut revenir dans l'entreprise. Du coup, l'entreprise ne sait pas trop comment faire pour recruter. C'est un des cas prévus par la loi de licenciement. Donc, il ne faut pas que les employeurs qui regardent cette interview se disent « ouïe, j'ai quelqu'un en arrêt maladie, je ne peux pas le licencier ». Pas du tout. On peut le faire, il faut prendre quelques précautions, mais on peut le faire. Donc, on a bien compris les enjeux financiers et les risques de prud'homme lors d'un licenciement. Et je pensais notamment à d'autres retombées négatives pour l'entreprise. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, sa réputation en interne, en externe ? Comment ça se passe sur tous les autres aspects ? Oui, alors il y a d'autres aspects. Alors l'aspect juridique, effectivement, ou juridico-judiciaire, on l'a traité, mais il y a d'autres aspects. Les salariés se parlent. Les écosystèmes de salariés sont souvent assez petits, assez ramassés. Aujourd'hui, ils sont très très connectés. Donc il y a des boucles de discussion WhatsApp entre anciens de telle ou telle entreprise. Et même quand ils sont partis ailleurs, ils continuent à se parler. Donc quand on licencie des salariés, surtout quand on en licencie beaucoup, puis de manière répétitive, et que ça peut donner plusieurs indications, le fait que l'entreprise va pas bien et qu'elle fait partir des gens pour des motifs personnels, mais en fait c'est économique, en fait elle a besoin de réduire sa masse salariale, ça c'est pas terrible, ou ça peut donner l'indication qu'il y a un management qui vraiment dysfonctionne complètement. Et bien l'un des inconvénients, c'est que les salariés se parlent en dehors de l'entreprise, et ça peut inciter, par exemple, des concurrents à venir faire les vautours et à dire, bon, bah, manifestement, le climat est pas bon dans cette entreprise, il y a des éléments excellents, puisqu'il y a beaucoup de licenciements qui se passent en ce moment, on va aller faire notre marché dans cette entreprise et piquer les meilleurs salariés à cette entreprise qui, à ce moment-là, est en train de faire des licenciements. Donc ça, c'est un des enjeux, l'enjeu de l'effet, on va dire, à la concurrence, d'ouvrir des informations à la concurrence qui se dit, tiens, dans telle entreprise, il y a beaucoup de licenciements en ce moment, c'est pas avoué comme des licenciements économiques, mais visiblement, il y a un problème, je vais aller chercher les meilleurs éléments. Donc ça déborde largement la question de juste un individu que l'on licencie. Est-ce qu'il y a une façon de bien penser un licenciement en amont ? Avant de licencier, on appelle son avocat et qu'est-ce qu'on lui demande concrètement ? D'abord, la première question que je pose à quelqu'un qui veut, un employeur qui veut licencier un ou plusieurs de ses salariés, c'est pourquoi ? Et j'écoute.
Et ce que l'employeur me dit est souvent moins important que ce qu'il ne me dit pas. Et donc j'essaye de tirer les informations de ces silences, de ces non-dits, pour essayer d'aller trouver la vraie raison. Ça peut être de nature complètement différente et pas du tout ce que j'attendais au départ. Et puis souvent, mais ça je l'ai déjà dit un jour dans une vidéo, j'attends toujours plutôt les 4 dernières minutes de la réunion, parce que c'est en général dans les 4 dernières minutes d'une réunion qui a duré 2 heures et où on a parlé de plein de trucs, que sort le truc important que ni moi en posant des questions, ni l'employeur en racontant son histoire et les problèmes auxquels il est confronté, n'a raconté. Et tout d'un coup, ça vient dans les 4 dernières minutes. Et c'est souvent là qu'on a l'information qui change en fait tout, et où on se dit, ah bon, d'accord, donc en fait la problématique c'est ça, donc la rupture, on va la faire fondée sur telle raison ou telle autre raison. J'imagine que quand vous en êtes là avec un employeur qui veut licencier, il est question de preuves contre un salarié qui aurait fait une faute, il va être question de choses à mettre en place, un ordre, peut-être une sorte de scénario de comment va se dérouler le licenciement. Comment vous abordez ça ? Oui, alors la préparation du licenciement, c'est un peu l'application de l'adage latin si vis pacem para bellum, quoi. Si tu veux la paix prépare la guerre. Donc il faut être super armé quand on procède au licenciement. Dans le licenciement, il y a 2 phases. Il y a une phase qui est la phase préparatoire, et ensuite il y a la mise en place. Dans la phase préparatoire, le plus important, ce sont les preuves. La plupart des employeurs qui viennent me confier leur décision de mettre en place une procédure de licenciement me disent que, bien sûr, ils vont avoir les attestations des autres salariés qui ont raconté que, bien sûr, ils auront les preuves par les emails que ce salarié fautif a fait telle et telle erreur, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on accompagne l'employeur pour licencier en se reposant là-dessus, la déconvenue est en général catastrophique. On dit ça dans les règles de consommation et de marketing, il y a la pulsion d'acheteur, c'est j'ai envie d'un t-shirt et je vais aller m'acheter un t-shirt, et il faut que je trouve un t-shirt absolument bon. Il y a une forme de pulsion. Quand la décision de licencier a été prise, il y a une forme de frénésie qui s'empare de l'employeur, qui n'a pas toujours le recul pour se projeter dans la pire des situations qui peut se passer, c'est-à-dire avoir licencié le salarié et in fine n'avoir aucune preuve. Il y a également autre chose que je tire de l'expérience. Les salariés racontent à leur employeur les choses qui ont dysfonctionné dans la relation avec un autre de leurs collègues, mais quand il s'agit de le coucher sur le papier sous la forme d'une attestation, il n'y a plus personne. Ah ben non, c'est des affaires entre vous et lui, ou vous et elle, c'est l'employeur, mais moi je ne vais pas me mêler des histoires de l'employeur. Il faut appeler un chat, la lâcheté à ce moment-là, c'est-à-dire l'abandon des salariés qui ont très bien compris qu'il fallait aider l'employeur, qu'il fallait guider l'employeur à faire partir une personne, mais qui au moment où on leur demande de concrétiser en fait cette aide se débinent et disent non mais moi je veux pas participer à cette histoire et puis j'ai peur des représailles, c'est un truc extrêmement répandu. Donc l'employeur a la conviction quand il nous parle qui va avoir toutes les preuves parce que les salariés lui ont parlé et que oui, il les connaît très bien et qu'il a une relation de tellement grande proximité avec ses salariés que bien entendu, ils vont faire l'attestation. Et en fait, une fois que la personne est partie, c'est comme une pierre qu'on jette dans un lac, ça fait des vaguelettes pendant 10 secondes et au bout de 10 secondes, le lac est plat à nouveau. C'est terminé, le type est parti, le collectif de salariés continue à vivre sa vie, ils veulent oublier, ça les intéresse pas et ils veulent plus se mêler de l'affaire. Donc, préparer un licenciement, c'est des preuves, des preuves, des preuves, des preuves, et il faut avoir les preuves avant de licencier. Ce qui est très compliqué, parce que souvent quand on vient nous voir, en fait, l'employeur est au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'il n'en peut plus de ce salarié. Soit c'est un salarié qui ne se comporte pas bien de façon récurrente, mais là, il y a eu la goutte d'eau de trop. Soit c'est un salarié qui, jusqu'à présent, se comportait bien, mais qui vient de faire une énorme bourde, et l'employeur a le sentiment qu'il faut taper fort et vite
tout de suite, pour faire un exemple, pour pas que ça se répande chez les autres salariés, ou que les autres salariés comprennent que vraiment, faut quand même faire attention dans cette entreprise, on a des situations qui sont en général des situations d'urgence. C'est très très rare qu'on ait des situations anticipées, parce que la faute, évidemment, on l'anticipe pas, et le salarié qui est irritant parce que il fait de façon régulière des fautes, ou il fait de façon régulière pas assez, si on parle d'insuffisance professionnelle, ou il est pas très bon, ouais, mais il est quand même gentil. Il y a de l'humain là-dedans, donc très très difficile de prendre la décision de couper la relation de travail. Donc très difficile d'anticiper. Donc quand ils arrivent chez nous en nous disant là il faut s'en séparer, mais vous inquiétez pas maître, j'aurai toutes les preuves, moi j'arrête et je dis non, je veux les preuves maintenant, sinon je fais pas. Pourquoi ? Parce que je sais que vous allez avoir du mal à les avoir, et la lettre de licenciement, qui est la phase process d'un licenciement en France, la lettre de licenciement, dit la Cour de cassation, circonscrit les limites du litige. Donc, ce que je mets dans la lettre de licenciement, j'y suis collé et je ne pourrai pas en partir. Et donc, ce que je raconte dans la lettre de licenciement, il faut que j'ai des preuves de tout ça. Que ce soit de l'insuffisance professionnelle, une faute grave, une faute lourde, etc. Il me faut des preuves. Si je n'ai pas les preuves, c'est la catastrophe. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si vous faites une lettre de licenciement avec un motif à un salarié, vous ne pouvez plus ensuite lui dire, ben voilà, finalement, puis il y a ça aussi, puis il y a aussi telle raison, c'est pas possible. Alors, c'est pas complètement vrai. Depuis les ordonnances de 2017, en fait, le Code du travail permet de préciser les motifs pendant 15 jours. Alors, il faut bien lire l'article, hein, il dit qu'on précise les motifs. Donc, alors, si on n'a rien mis dans la première lettre de licenciement, on va dire dans la lettre de licenciement, qu'on n'a rien mis, on a dit juste vous êtes licencié, sans autre forme d'explication. Comme on n'a rien mis, on peut préciser rien, c'est probablement possible. Quand on a commencé à partir dans une certaine direction, en disant on ne peut pas licencier quelqu'un pour un motif à la fois économique et de performance, d'insuffisance professionnelle et de faute, ça ne va pas, il faut choisir. Donc quand on est commencé dans une direction, on peut préciser, mais dans la direction où on est parti. Quand on a pris le choix de la faute grave, vous avez harcelé votre N-1 depuis des mois en lui faisant des réflexions, harcelé sexuellement, en lui faisant des réflexions sur la façon dont elle était habillée, la longueur de ses jupes, etc., etc. On peut éventuellement préciser dans une lettre qui ne peut pas être plus de 15 jours après l'envoi de la lettre de licenciement, on peut préciser ce qui a été vraiment dit, on peut préciser les dates, mais on ne peut pas rajouter. Et par ailleurs, vous avez volé 400 pneus dans le stock de l'entreprise. C'était pas dans la lettre de départ. Donc préciser, c'est préciser. Préciser, c'est pas rajouter des trucs à votre bon cœur, monsieur, dame. Et ça, c'est un élément important. Mais ça veut dire à l'envers. Et c'est une chose essentielle. C'est le truc à retenir. Quand vous avez, dans la situation que je décrivais, un licenciement pour un salarié dont le comportement managérial, par exemple, s'apparente à du harcèlement ou à de la violence avec les salariés. Ce salarié qui est un chef d'équipe, par exemple, il est, dans la manière dont il est avec les salariés en dessous de lui, il leur fait probablement peur. Il leur fait peur peut-être psychiquement, voire il leur fait peur physiquement. Et donc, les salariés peuvent s'en plaindre, l'information peut remonter à vous, l'employeur, vous pouvez prendre connaissance de cette information, vous dire « Ah non, mais moi, je ne peux pas tolérer un truc comme ça dans mon entreprise, celui-là, je vais le mettre dehors ». Mais quand vous allez aller voir les salariés qui vous ont fait remonter l'information, témoigner, pour eux, il n'en est pas question. Pourquoi ? 2 raisons. La première, ils ont peur des représailles. La deuxième, les représailles, c'est si le gars n'était pas licencié. Car la deuxième, c'est que vous ne licenciez pas. Je dis le gars, mais c'est en général un homme dans ces comportements-là. La peur des salariés, je l'ai constaté 1000 fois, c'est qu'en fait l'employeur n'aille pas jusqu'au bout du licenciement. Donc il interroge des salariés pour savoir, qui sont en dessous de la personne qu'il veut licencier, mais il ne va pas jusqu'au bout du licenciement parce que plein de raisons. Le chef d'équipe, quand même, il a là des bonnes relations avec des clients importants de l'entreprise. Le chef d'équipe, quand même, il a fait ci ou ça dans le passé, etc., etc. Et donc, que la peur des salariés d'en dessous, c'est que l'employeur recule au dernier moment et ne licencie pas. Or,
Si pendant l'entretien préalable, il a parlé avec le salarié en incriminé, en lui disant « il y a Martine qui a dit ça, il y a Jean-Robert qui a dit ça, et il y a Ahmed qui a dit ça contre toi », et que finalement le type n'est pas licencié, les 3 que je viens de citer, il va leur faire la misère. Donc les salariés sont tétanisés quand ils sont dans ce genre de situation-là, ils ne veulent pas parler et ils ne veulent pas attester. Et là, il y a 2 solutions. La première, c'est envoyer une lettre en disant « Vous avez harcelé un certain nombre de vos collègues, pour cette raison, vous êtes licencié pour faute grave. » Sans les nommer. Sans les nommer. Envoyez la lettre et profitez des 15 jours entre l'envoi de la lettre et la lettre de précision pour aller voir les 3 salariés en question en leur disant « Vous voyez, monsieur machin, je l'ai mis dehors. Maintenant, j'ai besoin que vous me fassiez une attestation parce que sinon, l'entreprise va se faire condamner et... » Ça, vous en fichez que l'entreprise soit condamnée, mais le type qui vous a martyrisé va toucher de l'argent. C'est ça que vous voulez ? Bon, alors, faites-moi une attestation. Et deuxième solution, cette attestation, aujourd'hui, depuis 2 ans, la Cour de cassation accepte ça. Elle accepte les enregistrements clandestins, elle accepte les attestations anonymisées. Qu'est-ce que c'est qu'une attestation anonymisée ? Celle qu'on peut aller demander à ces gens pendant les 15 jours en question. On leur dit, écoutez, vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, vous êtes 25 dans le service, vous avez presque tous été harcelés, vous vous en êtes plein, j'ai licencié le bonhomme, mais maintenant il faut que vous m'aidiez. Moi l'employeur, il faut que vous m'aidiez. Ou moi l'avocat de l'employeur, il faut que vous m'aidiez. Pour m'aider, j'ai besoin que vous attestiez. Pour attester, comme vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, vous allez aller rencontrer un commissaire de justice, on appelait ça un huissier jusqu'à il y a quelques mois, un commissaire de justice qui va vous recevoir à son étude, qui va prendre votre attestation, comme une déposition en quelque sorte, il va prendre votre attestation, il va prendre votre carte d'identité, il va dresser un constat, et ensuite il va enlever de cette attestation tout ce qui permet de vous identifier, et il va me remettre à moi une attestation anonymisée. Donc moi, je n'aurai sur l'attestation que les faits qui sont décrits. Et si vous êtes 25 à avoir été harcelés, s'il y en a 3 ou 5 qui font l'attestation, jamais le harceleur ne saura qui a attesté. Et ça, c'est une solution extraordinaire pour protéger les entreprises aujourd'hui dans la situation ou contre la situation que je décris, c'est-à-dire la situation où les salariés ont dénoncé des faits, ils sont contents, le salarié incriminé est parti, mais maintenant, ils ne veulent plus attester. Ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des représailles. Ils ont peur que l'employeur n'aille pas jusqu'au bout et qu'ils se retrouvent, après avoir dénoncé leur chef, à ce que le chef, convoqué un entretien préalable, finalement revienne dans l'entreprise et ne soit pas licencié. Pour eux, c'est l'horreur. C'est une situation que je rencontre tout le temps. J'aimerais qu'on revienne sur la rupture conventionnelle. Quelque chose de peut-être plus apaisé ou pas. À quel moment ça peut être une mauvaise idée et comment est-ce que l'entreprise peut garder la main, en quelque sorte, sur le contenu de la convention ? La rupture conventionnelle, c'est un instrumentum, c'est un moyen. Ça ne peut pas être une fin en soi. Quand le salarié vient demander à partir et qu'il voudrait une rupture conventionnelle parce qu'il veut le chômage, quand l'employeur veut faire partir, mais il n'a pas vraiment d'éléments de preuve. Il a un salarié avec qui ça ne va pas très bien, mais il ne peut pas vraiment démontrer une faute, mais néanmoins, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça parce que le salarié ne travaille pas assez bien, parce que le salarié n'est pas assez productif, parce que le salarié a des problèmes relationnels avec ses équipes. Donc, il est dans une situation un peu grise. Il ne peut pas faire un licenciement vraiment. Et il ne peut pas non plus pousser le salarié à démissionner. Bon, ça, ce sont les 2 cas où la rupture conventionnelle, finalement, arrange tout le monde. Elle arrange l'employeur, il paye un peu, mais le salarié a le chômage et la relation est rompue. Il arrange le salarié qui veut partir faire le tour du monde, si on met de côté ses sentiments moraux sur le fait que c'est pas une très bonne idée de faire payer le tour du monde de plein de gens par la collectivité française. Ça arrange le salarié qui peut partir, avoir le chômage, etc. Voilà, ça c'est les 2 situations dans lesquelles ça a un sens. La situation dans laquelle il faut surtout pas aller choisir la rupture conventionnelle, c'est quand on a un motif de faute grave et qu'on se dit, bon, pour préserver le salarié, préserver l'ambiance dans l'entreprise, préserver la réputation de la société, on va aller proposer une rupture conventionnelle aux salariés
Et puis s'il ne veut pas, on va le licencier pour faute grave. J'ai même vu récemment un employeur pas très prudent qui a proposé une rupture conventionnelle alors qu'il avait une bonne faute grave en main qu'il aurait pu utiliser directement à un salarié qui s'est fait enregistrer. Et maintenant, le salarié, évidemment, le fait chanter en expliquant que, en fait, on l'a poussé à faire une rupture conventionnelle. Enfin, on lui a fait du chantage pour une rupture conventionnelle, ce qui prouve qu'on n'était pas très sûr du motif de la faute grave, sinon on serait déjà allé à la faute grave directement. Et c'est tout à fait exact. Donc c'est une erreur tactique dans l'approche du salarié qui est extrêmement classique, très très classique. Est-ce que vous avez un exemple de rupture conventionnelle qui a été magnifiquement menée et pourquoi elle a été bien menée et ce que ça a amené à l'entreprise ? Bon, j'ai eu 50 exemples de ruptures conventionnelles bien menées. Avec, on a eu des cas dans lesquels, typiquement, et là je parle à l'initiative de l'employeur, parce que quand c'est le salarié qui vient et que on se laisse faire, bon, l'employeur se laisse faire et il signe la rupture conventionnelle, il paye et puis voilà. Mais des ruptures conventionnelles bien menées, j'en ai eu plein d'exemples, et c'est en général utile quand on est dans une situation de fatigue réciproque. Ça fait longtemps qu'on est dans l'entreprise. Alors longtemps aujourd'hui, pour certains salariés, ça peut être 1 an et demi. Mais bon, on va dire plus fréquemment 5 ans, 10 ans. On est dans une entreprise et en fait, on n'avance plus. Le salarié est plus heureux. L'employeur a plus l'impression que le salarié est impliqué. Et on fait un constat que, bon, la relation ne peut pas continuer. On n'a rien à reprocher, le salarié n'a rien à reprocher, mais en fait, il faut que chacun reprenne sa liberté. Et parfois, c'est à l'employeur de prendre la main là-dessus, parce que le salarié, ça fait des années qu'il est là, il a un peu peur du marché du travail, il n'est pas sûr qu'il va retrouver un emploi. Donc ça m'est arrivé pas mal de fois, d'avoir des employeurs me disant « je voudrais le licencier parce qu'en fait ça ne va plus », et en fait à la fin de la discussion, on se rend compte qu'il n'y a rien qu'on puisse lui reprocher. Les performances ne sont pas parfaites, mais elles ne sont pas horribles. Et il y a pire dans l'entreprise. Il n'y a pas eu de faute majeure. Il y a quelqu'un qui est là depuis longtemps. Il y a juste une fatigue, une lassitude. Et la lassitude, la rupture conventionnelle répond très bien à ce sujet-là. Et chacun peut partir la tête haute. Voilà. Et quand on a fait ça, ça a bien marché. On a évité un licenciement qui a l'inconvénient, le licenciement, d'antagoniser les deux parties, l'employeur et l'employé, et donc presque automatiquement de créer un litige, sinon un contentieux. J'ai pas parlé de la transaction encore, à ce propos, puisque c'était une de vos questions. La transaction, faut pas du tout confondre la transaction avec les différents modes de licenciement, et la démission et la rupture conventionnelle. La transaction, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça peut venir, mais ça n'est pas du tout obligatoire. On peut très bien faire un licenciement sans transaction, une démission sans transaction, une rupture conventionnelle sans transaction, ça n'a rien à voir. La transaction, c'est une règle qui est issue du droit romain, qui est dans le code civil, et qui est définie comme un contrat qui met fin à un litige né ou à naître entre deux parties. Et en fait, ça y met fin parce que les deux parties se font des concessions réciproques. Donc il y en a un qui n'est pas content parce qu'il a été licencié, il dit « je vais attaquer l'entreprise en demandant 50 000 €, et l'entreprise dit « moi je veux bien t'en donner 10 000 si tu renonces à m'attaquer ». Donc la contrepartie c'est 10 000 et la contrepartie de l'autre côté c'est « je renonce à vous attaquer » ou « j'arrête, je me désiste de mon procès prud'homal contre l'entreprise ». C'est à ça que sert une transaction. Elle éteint un litige. Donc par exemple, beaucoup d'employeurs qui viennent me voir me disent là il faudrait licencier ce monsieur, mais pour mes autres dossiers c'est bon, j'ai fait des ruptures conventionnelles, c'est terminé. Et là je leur dis non, confondez la rupture conventionnelle, hélas, ça n'est pas une transaction. La rupture conventionnelle règle la rupture, mais elle ne règle pas les conditions de travail qui ont précédé la rupture, et même la rupture, j'en ai parlé tout à l'heure, peut être elle-même attaquée. Mais la rupture conventionnelle, ça n'est pas une transaction. La transaction, elle a vraiment un effet formidable, c'est qu'elle éteint tous les droits litigieux du salarié contre l'entreprise.
Alors, de manière exceptionnelle, une fois tous les 10 ans, il y a une transaction qui est annulée parce qu'on a mis un 9 mm sur la tempe du salarié pour qu'il signe. Effectivement, ça s'appelle un vice du consentement. Et donc, si quelqu'un a pris une photo de la personne avec son 9 mm sur la tempe que le patron lui tendait pour qu'il signe la transaction, il arrivera à la faire annuler. Mais c'est exceptionnel. Mais la transaction, ça a vraiment cet effet-là. Et il faut faire attention, par exemple, quand on fait une rupture conventionnelle, on ne peut pas faire derrière une transaction sur la rupture, puisqu'on avait conventionnellement accepté tous les deux la rupture, l'employeur et le salarié. Donc on ne peut pas transiger sur la rupture. On peut transiger sur le reste, les heures supplémentaires qu'on n'avait pas payées, le bonus, le truc, la promotion, etc. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, donner une checklist de points qui sont absolument primordiaux pour les entrepreneurs ou les employeurs qui vont licencier, une checklist sur les points fondamentaux? La première chose, c'est de vérifier que le salarié n'est pas dans une des catégories de salariés protégés. En France, on a des salariés protégés, tout le monde le connaît, on peut être protégé parce qu'on est délégué syndical, membre du CSE, conseiller prud'homme, conseiller du salarié, qui est la personne qui accompagne le salarié qui va se faire licencier dans les toutes petites entreprises qui n'ont pas de CSE. Il y a 19 ou 20, je ne me rappelle plus exactement, catégories de salariés qui sont protégés. Le médecin du travail, le médecin du travail salarié dans son entreprise, il est protégé contre le licenciement parce qu'il exerce la fonction de médecin du travail. Il y a plein de fonctions dans lesquelles le salarié est protégé. Donc la première chose à vérifier, c'est ça. La deuxième chose à vérifier, c'est que le salarié n'est pas dans une situation non pas de protection statutaire, mais de protection conjoncturelle. Par exemple, il est absent, on veut le licencier, mais en fait son absence est une absence maladie AT-MP, donc accident du travail, maladie professionnelle. Dans ce cas-là, sauf faute grave, très compliqué, on ne peut pas le licencier du tout, il est protégé tant qu'il est dans son arrêt maladie AT-MP. Donc voilà, d'abord il faut être sûr qu'on peut le faire, première règle. Deuxième chose, il faut être sûr qu'on a un bon motif. Donc quand même travailler avec un avocat en se disant voilà les motifs que j'ai, est-ce que ça va passer la barre? Sauf si on accepte tout de suite le risque. Parce que le droit du travail n'est là que pour régler des risques. Donc on peut aussi dire j'ai pas de motif, mais je romps la relation. Parce que j'arriverai jamais à démontrer le caractère harcelant de cette personne, son caractère toxique. Or, il est toxique, je le sais, je le vois, les salariés m'en parlent, mais non, malgré tout ce que je ferai, malgré les attestations anonymes, malgré la lettre de précision, malgré tout ça, je n'arriverai jamais à avoir les preuves. Ça m'est égal, je veux quand même rompre la relation, et donc j'assume le risque qui est plafonné par le barème Macron, que tout le monde connaît, plafonné et planchéisé, il y a les deux. J'assume le risque contentieux, et ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je veux rompre la relation. Il faut savoir que dans ce cas-là, on peut rompre la relation. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc bien réfléchir au motif, le pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire, et pour essayer de limiter le coût à la sortie. Et puis évidemment, le troisième élément, c'est tout de suite se mettre en chasse pour les preuves. Et les preuves, ça peut être de toute nature, mais les preuves, ça peut disparaître. Par exemple, les éléments, maintenant on a quand même beaucoup de choses qui sont numérisées, donc les emails, les conversations Slack, les boucles WhatsApp, etc. Si on les sauvegarde pas tout de suite, si on les récupère pas tout de suite, ça peut disparaître. Il y a une chose très très importante là-dessus, c'est garder l'intégrité de la chaîne de la preuve. Quand on a un salarié qui a fait un tas de sales trucs sur son ordinateur ou sur son compte mail, que ce soit un Gmail d'entreprise ou que ce soit un mail Outlook plus côté Microsoft, on a des poches de données, et ces poches de données, il faut les faire saisir, copier en fait, avec l'aide d'un commissaire de justice, un huissier dont je parlais précédemment, de manière à en quelque sorte photographier, figer l'état de ce qu'il y a, et par exemple des échanges racistes, des échanges sexuellement harcelants, des transferts de données vers l'extérieur, etc. Il faut garder l'intégrité, on appelle ça, de la chaîne de la preuve, donc se prémunir contre la disparition de ces preuves, parce que si on n'a plus les preuves, en contentieux, on est mort. Donc il faut absolument, c'est le troisième point, aller bâtir, chercher les preuves, rassembler les preuves, obtenir les attestations, etc.
Merci Nicolas Sauvage. Merci.